Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Dans un épisode précédent, nous avions suivi Jean Fouquet dans la Touraine du XVe siècle, à la cour de Charles VII. Aujourd'hui, nous restons dans ce même XVe siècle, mais nous passons dans l'autre camp, au nord, dans les Pays-Bas bourguignons, dans les villes drapières et marchandes de Bruges et de Gand. Dans ce monde flamand qui allait révolutionner la peinture européenne d'une façon que Rome et Florence n'avaient pas prévue. Nous allons parler de Jan van Eyck, le peintre qui a porté la peinture à l'huile à une perfection que personne n'avait atteinte avant lui. L'homme dont les tableaux semblent avoir été peints avec de la lumière plutôt qu'avec de la couleur. L'auteur du retable de l'agneau mystique, l'une des œuvres les plus monumentales et les plus complexes de toute la peinture occidentale. L'inventeur du portrait individuel comme genre autonome, l'homme qui a caché son propre reflet dans le miroir d'une chambre bourgeoise et qui a signé ses tableaux d'une devise en néerlandais qui résonne encore, Als ich kan, comme je peux. Installez-vous bien et rejoignons Jan van Eyck, qui est né vers 1390, peut-être à Mezaïk, petite ville de la principauté de Liège, dans ce qui est aujourd'hui le Limbourg belge. Les certitudes biographiques sur Van Eyck sont peu nombreuses. Sa date de naissance exacte nous est inconnue. Son lieu de naissance est indiqué par deux historiens flamands du XVIe siècle, Lucas Dier en 1559 et Marcus van Vernevik en 1568, sans source contemporaine pour l'étayer. Un indice indirect semble confirmer l'origine mosane. Quelques textes écrits de sa main utilisent un dialecte de la région de la Meuse et en 1449, soit 8 ans après sa mort, sa fille entre dans un couvent de Mezaïk. Sa famille est peu connue. On lui attribue un frère aîné, Hubert van Eyck, dont l'existence même comme peintre a été contestée par certains historiens. Le milieu social d'origine reste incertain. Ce qui est remarquable, c'est que sa biographie documentée commence directement à sa maturité artistique, sans apprentissage tracé, sans maître identifié. Il surgit dans les archives en 1422, peintre accompli. Tout ce qui précède est silence. En 1422, Jan van Eyck est attesté comme peintre à la cour de Jean de Bavière, prince-évêque de Liège et comte de Hollande, résidant à La Haye. Les archives de la cour mentionnent ses gages et la qualité de la rémunération indique qu'il était déjà considéré comme un peintre de premier rang. Jean de Bavière meurt en janvier 1425. Presque immédiatement, Van Eyck est recruté par le personnage le plus puissant des Pays-Bas, Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Philippe nomme Van Eyck peintre et valet de chambre du duc et lui octroie une pension annuelle de 100 livres, une somme considérable qui témoigne de l'estime extraordinaire dans laquelle le duc tient son peintre. Il lui confie non seulement des commandes artistiques, mais aussi des missions diplomatiques qui étaient fréquentes pour les artistes de cour, ayant accès aux extérieurs des cours étrangères sans éveiller les soupçons. Quand les paiements de la pension de Van Eyck sont retardés par les officiers de la cour, le duc intervient personnellement et par écrit pour ordonner le versement immédiat, précisant que ce peintre lui est indispensable et qu'il ne trouverait nulle part son pareil. Un témoignage unique de l'attachement d'un prince à son artiste. En 1428, Philippe le Bon souhaite épouser Isabelle de Portugal, fille du roi Jean Ier. Une délégation est constituée pour se rendre à Lisbonne, et surtout pour rapporter un portrait fidèle de la future épouse, afin que le duc puisse juger par lui-même de sa beauté avant de s'engager. Jan van Eyck fait partie de cette ambassade. Il voyage jusqu'à Lisbonne, peint le portrait d'Isabelle de Portugal. Ce tableau est aujourd'hui perdu. Le duc, satisfait, donne son accord au mariage qui a lieu en 1430. Ce voyage dit quelque chose d'essentiel sur le statut de l'artiste à cette époque. Le peintre n'est pas seulement un décorateur, il est un agent de confiance du pouvoir politique, un témoin accrédité dont le regard vaut garantie. En 1430, Van Eyck s'installe définitivement à Bruges. Il y épouse Marguerite, dont il fera le portrait en 1439. Philippe le Bon sera le parrain de l'un de leurs enfants. Honneur insigne qui dit la chaleur de la relation entre les deux hommes. Avant de parler des œuvres, il faut s'arrêter sur ce qui fait la singularité technique absolue de Van Eyck. La peinture à l'huile existait avant lui.
les historiens de l'art s'accordent à ne pas lui attribuer la pure invention du procédé. Mais ce que Van Eyck a accompli avec cette technique dépasse de très loin ce que quiconque avait fait avant lui. Il a développé et maîtrisé à la perfection la technique des glacis, ces couches successives de peinture transparente appliquées l'une sur l'autre, chacune laissant voir la précédente à travers elle. L'effet est extraordinaire. Là où la peinture à la détrempe donnait des couleurs opaques et légèrement mates, les glacis à l'huile de Van Eyck créent une luminosité interne au tableau. La lumière pénètre dans les couches translucides, rebondit sur la préparation blanche en dessous et ressort filtrée par les pigments, comme à travers un vitrail. Le tableau semble s'éclairer de l'intérieur. Les rouges sont des rubis, les ors sont des métaux fondus. Cette révolution lui permet de représenter le monde visible avec une précision stupéfiante. Le reflet d'une fenêtre dans un œil, le grain d'un velours, la translucidité d'une perle, le poli d'un métal, tout cela existe dans ces tableaux avec une vérité sans précédent. En 1432, dans la cathédrale Saint-Bavon de Gand, est inauguré le polyptyque de l'adoration de l'agneau mystique, le retable de Gand. C'est l'une des œuvres les plus monumentales et les plus influentes de toute la peinture occidentale. Le retable est un ensemble de 12 panneaux peints, ouverts. Il mesure environ 3,50 m de haut sur 5 mètres de large. L'intérieur représente au centre l'agneau de Dieu sur un autel, adoré par des processions de saints, d'apôtres, d'anges et de chevaliers dans un paysage d'une richesse botanique extraordinaire. Au-dessus, Dieu le Père trônant entre la Vierge et Saint Jean-Baptiste. Sur les volets latéraux, Adam et Ève nus, les premières figures humaines nues, grandeur nature de la peinture du Nord. Le retable est présenté comme l'œuvre commune de 2 frères. Une inscription sur le cadre, dont l'authenticité est discutée, indique qu'Hubert Van Eyck l'a commencé et que Jan l'a achevé en 1432. Et voici l'anecdote la plus extraordinaire de ce retable. En 1934, le panneau représentant les juges intègres est volé dans la cathédrale. Le voleur exige une rançon. Les autorités négocient. Le voleur meurt sans avoir révélé la cachette du tableau. Malgré des décennies de recherches, de fouilles, d'enquêtes, le panneau n'a jamais été retrouvé. Il est remplacé depuis 1945 par une copie. C'est l'un des grands mystères non résolus de l'histoire de l'art, et il demeure entier à ce jour. En 1434, Van Eyck peint l'une des images les plus célèbres et les plus énigmatiques de toute la peinture occidentale. Les époux Arnolfini, conservés à la National Gallery de Londres. Au-dessus du miroir, en latin calligraphié, Johannes de Eyck, Piet Eyck, 1434. Jan Van Eyck était ici, 1434. Non pas a peint ceci, mais était ici. Comme un témoin qui signe un acte, comme un homme qui atteste avoir vu. La signification exacte de la scène reste débattue. Certains y voient une représentation de cérémonie de mariage ou de fiançailles, d'autres contestent cette lecture. Ce qui est certain, c'est que Van Eyck a construit une image d'une complexité symbolique sans précédent, où le miroir ouvre une fenêtre sur le dos du tableau, et où la signature du peintre est à la fois une œuvre d'art et un acte de présence. La Vierge du chancelier Rollin, peinte vers 1430-1435, est conservée au musée du Louvre depuis 1805. Elle a été récemment restaurée et une exposition lui a été consacrée au Louvre en 2024. Le tableau représente Nicolas Rollin, chancelier du duc de Bourgogne, l'un des hommes les plus puissants d'Europe, agenouillé en prière devant la Vierge à l'Enfant, dans une salle à colonnade ouverte sur un paysage de ville au bord d'un fleuve. La perspective est rigoureuse, l'espace profond et cohérent, et dans le fond, sur un balcon-terrasse, 2 petites silhouettes regardent vers la rivière, l'une d'elles portant un turban rouge que certains identifient comme Van Eyck lui-même. La composition pose une question théologique audacieuse. Comment un homme aussi puissant et mondain qu'Aurélien peut-il se trouver dans la même pièce que la Vierge divine?
Van Eyck résout le paradoxe par la perspective. Les deux espaces, humain et divin, sont réunis dans un seul espace cohérent, comme si la frontière entre le sacré et le profane avait été abolie par la force de la foi. L'homme au turban rouge de 1433, conservé à la National Gallery de Londres, est généralement considéré comme un autoportrait de Van Eyck, le plus ancien autoportrait connu de la peinture flamande. Le personnage regarde directement le spectateur, les yeux légèrement plissés comme pour mieux observer celui qui l'observe en retour. Sur le cadre, 2 inscriptions. En haut, Als ich kan, devise en néerlandais signifiant « comme je peux », qui joue sur la sonorité de son propre nom, Als ich kan. En bas, Johannes de Eyck, mi fecit anno 1433. Cette devise est à la fois une formule d'humilité et un défi tranquille. Quand ce « comme je peux » produit des tableaux comme les siens, l'humilité se transforme en quelque chose d'autre, une conscience sereine de l'excellence. Van Eyck est l'un des premiers peintres de l'histoire à signer régulièrement ses tableaux et à les dater avec précision. Ce geste fondateur affirme l'existence de l'artiste comme individu, comme auteur, comme être singulier dont le regard compte. C'est l'annonce de la Renaissance. Et c'est Van Eyck qui l'accomplit en Flandre à la même époque que Brunelleschi et Donatello en Toscane. Le 9 juillet 1441, Jan van Eyck meurt à Bruges. Il est inhumé dans l'église Saint-Donat. Un an plus tard, ses os sont transférés à l'intérieur de l'église, honneur réservé aux personnages importants. Quand Saint-Donat est démoli pendant la Révolution française, les restes de Van Eyck disparaissent dans la confusion générale. Philippe le Bon, à la mort du peintre, accorde une pension à la veuve Marguerite et fait entrer leur fille dans un couvent sous sa protection, signe ultime de la gratitude durable du duc. La dernière œuvre documentée est une Madone de Nicolas van der Melbeck, restée inachevée à sa mort. C'est le dernier regard d'un homme qui avait passé sa vie à regarder et à faire voir. L'héritage de Van Eyck est l'un des plus vastes de toute l'histoire de l'art occidental. Il est le fondateur reconnu de l'école flamande, cette tradition de peinture minutieuse, réaliste et lumineuse qui dominera la peinture du Nord pendant 2 siècles. Rogier van der Weyden, Hans Memling, Hugo van der Goes, Gérard David, tous se définissent par rapport à lui. Son influence sur la peinture italienne de la seconde moitié du XVe siècle est directe. Antonello da Messine voyage en Flandre pour apprendre la technique à l'huile. Les Vénitiens transforment leur palette au contact des œuvres flamandes, et Léonard da Vinci, dans ses sfumato et ses glacis, est l'héritier indirect de Van Eyck. Enfin, son apport à la conception de l'artiste est fondamental. En signant ses tableaux, en se portraiturant, en inventant des dispositifs de mise en abîme comme le miroir des Arnolfini, Van Eyck affirme que le peintre est un individu qui pense, qui observe, qui témoigne. Pas un artisan anonyme qui exécute une commande, mais un être singulier, dont le regard sur le monde est irremplaçable. Le retable de Gand est classé en patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. Et le panneau des juges intègres volé en 1934 n'a toujours pas été retrouvé. Avant de nous quitter, voici une question pour vous. Jan van Eyck a peint le monde avec une précision et une vérité qui n'avaient aucun précédent. Chaque objet, chaque matière, chaque reflet rendu avec la plus grande exactitude possible. Et vous, pensez-vous que la précision, la fidélité au réel visible, est la qualité suprême de l'art? Ou bien l'art commence-t-il là où la représentation exacte du réel s'arrête? La réponse de Van Eyck est peut-être dans sa devise « Comme je peux », car dans ses tableaux d'une précision vertigineuse, il y a quelque chose qui dépasse la simple exactitude, une lumière, une présence, un mystère que la technique seule ne suffit pas à expliquer. Le miroir des Arnolfini ne réfléchit pas seulement une chambre flamande du XVe siècle,
Il réfléchit quelque chose d'intemporel, la façon dont un regard humain peut transformer ce qu'il voit en quelque chose d'éternel. Merci infiniment de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et à très bientôt.